On apprenait ce matin que les Canadiens ont toujours été au cœur de la propagande de l'État islamique. C'est quand même une très grosse nouvelle. C'est l'été, on en laisse passer des fois parce que c'est la meilleure saison pour les gouvernements pour annoncer toutes sortes d'affaires. Mais là, ça, je pense qu'il faut en parler, il faut en discuter, il faut essayer de comprendre aussi comment ça se fait que depuis des années, effectivement, selon un chercheur au moins, c'est le cas, le Canada, avec sa charte, avec son modèle d'intégration, le multiculturalisme, favorise les activités de l'État islamique. On en parle avec une journaliste au bureau d'enquête de Québécois, Anne-Caroline Desplanques. Bonjour, Anne-Caroline. Bonjour Rémi. Donc, comment c'est possible, ça, que le Canada, qui est un pays avec une réputation, ma foi, à ne pas refaire, vraiment, c'est un pays qui fait l'envie de tous sur la Terre, la liberté, l'égalité, les gens viennent ici pour trouver la paix. Comment ça se fait que c'est compatible avec le fait que l'État islamique utilise le pays pour faire avancer ses pions? Juste pour remettre un peu en contexte ce que tu viens de dire, Rémi, c'est pas que le Canada favorise l'implantation de Daesh ou de l'État islamique, selon la façon dont on le nomme. Il n'y a pas de loi là qui Évidemment. favoriserait l'implantation du groupe terroriste. Au contraire, c'est un groupe qui est classé terroriste au pays et qui est donc illégal. On ne peut pas en faire partie, on ne peut pas le financer. Euh, ce qui favorise en fait, ce que Daesh vient chercher ici, ce qu'ils aiment de notre société, c'est que comme tu le disais, c'est la réputation internationale d'un pays ouvert, d'un pays multiculturel où il y a toutes sortes de gens de toute la planète qui se côtoient, qui vivent ensemble. Et dans beaucoup de pays dans le monde, le Canada est vu comme un pays où il n'y a pas de racisme. Donc, Daesh utilise cette image-là pour dire, regardez, c'est tellement une grande hypocrisie qu'on peut recruter au Canada et que parmi ceux qu'on recrute, on recrute des gens qui deviennent nos porte-voix. Ils utilisent, parce que pour le djihad, ce que m'expliquait ce chercheur de l'université Queen's, 50% du djihad, donc de la guerre sainte, ça passe par la propagande. C'est aussi important recruter un combattant, donc quelqu'un qui va aller poser des bombes ou faire la guerre, que recruter un propagandiste, quelqu'un qui va écrire sur Internet, écrire dans des publications, écrire des pamphlets, échanger avec les gens sur les réseaux sociaux, parce que ça passe par convertir les masses, faire la guerre sainte. Et c'est là où les Canadiens sont très recherchés, parce que bon, c'est un pays de langue anglaise, donc quand on recrute un propagandiste canadien, ça va être quelqu'un qui écrit et qui s'exprime en anglais, dans la plupart des cas. Donc il peut parler à des masses partout sur la planète, et qui peut porter ce message-là de dire, regardez, moi je vis dans un pays qui est considéré comme un pays ouvert et multiculturel, où il n'y a pas de racisme. Pourtant, moi, comme musulman, je me sens oppressée, tellement oppressée que je suis prêt à quitter le pays pour aller faire le djihad et que je suis prêt à poser des bombes ici. Mais comment on procède? Tu sais, je veux dire, l'État islamique, c'est une organisation qui n'est pas, vous venez de le dire, là, établie ici au Canada avec un siège social, des bureaux. Puis évidemment, c'est un cas de figure que je propose, mais on fonctionne en ligne avec les réseaux sociaux. Comment on procède pour atteindre le cœur et l'âme de ces Canadiens-là? Mais c'est tout un monde parallèle qui est sur Internet. Et pour beaucoup de ces gens, d'ailleurs, de ceux qu'on connaît, dans mon article, je parle de 4 plus 1 propagandistes. Donc le dernier en date, il était identifié dans un de nos articles la semaine dernière grâce à un dossier de cours sur lequel on a mis la main. C'est un Lavallois. Donc il est pour l'instant accusé de rien, mais présumé participant aux activités de Daesh comme propagandiste. Il est en ce moment sous un avis de la Cour de garder la paix pour 12 mois, donc jusqu'en janvier, et avant ça, il y en a eu 4 autres. Donc, pour cela, ce que m'expliquait le chercheur de l'Université Queen's, c'est qu'ils vivent dans un espèce de monde parallèle où toutes leurs relations sont sur Internet. Il y a eu d'ailleurs un cas par le passé en Ontario d'un jeune homme qui faisait partie de Daesh et qui finalement s'est fait tuer alors qu'il essayait de poser une bombe dans le secteur de London, en banlieue, Mhm. pendant un grand tour. Donc ce qu'il m'expliquait, c'est que pour eux,
tout est sur Internet, toute leur communauté est sur Internet. Donc bien souvent, c'est même pas des gens qui vont beaucoup à la mosquée, hein, tout leur monde est là, en ligne. Et tout le défi, quand on essaye de les déradicaliser, c'est de remplacer cette communauté du web par une communauté d'appui véritable, qui soit en ligne ou non, mais qui va être non radicale. Et c'est ce que les autorités canadiennes essayent de faire avec les programmes de déradicalisation. Et par le passé, ça ne s'est pas très bien passé. Avant l'intégration de ces programmes de déradicalisation, justement, l'erreur que faisaient les services, c'était de ne pas remplacer ces communautés en ligne par autre chose, par des groupes de soutien qui pouvaient aider à sortir ces gens de la nébuleuse, là. Mais la question de la procédure, je la pose parce que je regarde les noms des propagandistes canadiens de l'État islamique qui ont été, en tout cas, épinglés. Puis ce ne sont pas tous des noms à connotation musulmane. Là, on a par exemple un André Poulain de Timmins en Ontario qui se faisait appeler Abu Muslim al-Kanadi. Il serait mort en Syrie. On a John Maguire d'Ottawa qui a été vu dans une vidéo où il décrivait une adolescence typiquement canadienne à jouer au hockey et qui a appelé à commettre des attaques au pays ou à rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient. Donc on touche à des cordes sensibles. On s'attaque à des hommes surtout. Bien qu'on vient de publier un article là, cette semaine aussi sur une Montréalaise qui avait rejoint l'État islamique. Les femmes aussi sont susceptibles de tomber dans ce piège-là, mais on touche à des cordes sensibles, à des gens qui doutent, à des gens qui sont extrêmement malheureux. Mais il y a toutes sortes de gens qui rentrent dans le mouvement. Il y a des gens très éduqués, des gens qui le sont moins. Il y a des gens qui viennent de bonnes familles, des gens qui viennent de familles détruites. Il y a toutes sortes de personnes. Dans le cas de Aaron Driver, par exemple, qui a été tué alors qu'il s'apprêtait à faire exploser une bombe dans le coin de London. Il venait d'une famille complètement détruite. Il a perdu sa mère d'un cancer quand il avait 7 ans. Il vivait plus avec son père. Il était en partie élevé par les services sociaux. Il venait de perdre un bébé à la naissance. Donc c'était quelqu'un qui, comme tu dis, était extrêmement malheureux, mais c'est pas le cas de tout le monde. On a eu certains suspects terroristes ou même des gens qu'on a arrêtés qui étaient des étudiants en génie, par exemple, des gens qui réussissaient leur vie, des ingénieurs. Donc c'est un spectre de personnes très divers qui peut être attiré par le radicalisme, par l'islamisme radical. Et là, il y a sans doute une critique à faire aussi des lois, de notre niveau d'indulgence par rapport à ça. Quand on pense, par exemple, à cette Montréalaise qui a rejoint l'État islamique et qui revient ici et à qui on dit, bon, ben c'est juste une journée de prison et ensuite, oui, tu auras droit à une deuxième chance, tu vas pouvoir vivre une vie normale. Quand même, quelqu'un qui était parti faire le djihad à l'extérieur du pays. On a ici des gens à qui on demande, tu en parlais il y a quelques instants, là, de garder la paix pendant quelques mois. C'est ça aussi, quand je disais favoriser l'essor d'une organisation terroriste. Évidemment que ce n'est pas inscrit dans la loi qu'on atteste les pratiques de l'État islamique, mais quand on est slack, ben, ça donne la permission inconsciente à des gens de s'établir ici. Mais c'est ça aussi le revers de la médaille de vivre dans un pays de liberté. Si on veut avoir des libertés d'expression, bien ça vient avec certains dangers. Mais là, c'est très difficile de tracer la ligne entre ce qui est la liberté d'expression et ce qui est le discours haineux. Et pour pouvoir monter un dossier criminel qui va mener à des accusations, c'est très long pour les enquêteurs. C'est aussi pour ça qu'existe cette idée-là de garder la paix. En fait, c'est que ces gens-là, on leur impose de garder la paix, on les met sur surveillance, la GRC les surveille pendant 12 mois ou plus, le temps de monter un dossier. Et dans certains cas, ils y arrivent puis ils posent des accusations. Dans certains cas, ils concluent à la fin que la personne a été déradicalisée. C'est la conclusion dans le cas de la jeune femme dont on parle dans le journal ce matin. Ouais. Et puis pour les femmes aussi, le parcours est très différent. Comme c'est pas des femmes, les femmes qui sont parties en Syrie, parce que c'était un phénomène très présent en 2015, donc il y a à peu près 10 ans, quand la guerre en Syrie en était à son plein, donc c'était un trou noir. Les femmes partaient non pas pour combattre avec des armes ou pour poser des bombes, mais elle partait avec le rêve, c'est un idéal, l'État islamique, c'est de fonder un État idéal, une communauté idéale sur les règles de l'islam, et ça a
séduit beaucoup de jeunes un peu perdus, beaucoup de jeunes qui cherchent autre chose, qui sont désabusés. Et pour les femmes, elles sont arrivées là-bas, puis dans bien des cas, c'était des esclaves sexuels, en fait, hein, et elles n'avaient plus de possibilité de retour, elles étaient prisonnières. Donc, il ne faut pas les mélanger non plus avec les combattants. Et c'est aussi pour ça que le Canada a rapatrié autant de femmes et leurs enfants des camps syriens, des femmes qui ont fait partie de l'État islamique et de Daesh, qui étaient des esclaves dans la plupart des cas, mais n'a pas rapatrié beaucoup d'hommes. Il reste encore 5 hommes canadiens qui sont détenus en Syrie, et le Canada ne veut pas les rapatrier parce que clairement le risque est très différent entre ces deux profils-là. Ouais, bon, enfin, les femmes étaient quand même chargées de soutenir leurs maris combattants en préservant la foi religieuse à la maison. Évidemment, elles n'étaient pas sur les champs de bataille, mais elles savaient ce que leur mari faisait. Elles soutenaient au moins sur le plan idéologique ce qui se produisait. Et là, on décide d'être indulgent, de rapatrier ces gens et d'espérer, parce que c'est un espoir à ce moment-là, d'espérer que cette personne-là ne soit plus radicalisée et que le risque soit zéro. Merci beaucoup, Anne-Caroline Desplanques, de suivre cette situation-là pour nous. Au revoir, merci.